Voilà, donc je vous propose de faire le point sur qu'est-ce qui se passe côté cœur, côté poumon, lors des plongées les plus profondes. Alors, plongée profonde, si j'arrive à trouver le... Voilà. Plongée profonde, eh ben, les records mondiaux, c'est quoi? Eh ben, en mer, on en a parlé ce matin, c'est Comex, 1988, 534 mètres dans la fosse de Cassidaigne, compression 4 jours, décompression 17 jours, c'était une plongée à l'hydrogène. Et vous avez vu, il faut c'est une grosse infrastructure avec un navire, l'Aurelia, spécialement affrété pour ce genre de plongée. Ça, c'est la plongée en mer. Plongée saturation en caisson, ben, cocorico, hein, c'est encore Comex. Donc, on l'a vu ce matin, Théo à 700 mètres. Il y avait 3 plongeurs dans cette plongée. Compression 16 jours, décompression 24 jours, et c'était aussi une plongée à l'hydrogène. Pour des choses que vous connaissez beaucoup mieux, hein, je pense que là, vous allez reconnaître un certain nombre des impétrants. Spéléo, plongée multisiphon avec une profondeur à 267 mètres à la Mescla. En plongée autonome, deux records, je les ai mis tous les deux parce que à 2 mètres près, c'est le même record. Ben, c'était déjà en 2005 Pascal Bernabé, 330 mètres, et puis Ahmed Galalgab, qui est égyptien, c'est plus récent, en 2014, à 332 mètres 35. Au départ, c'était une plongée qui était prévue pour être à 350 mètres. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais juste rappeler un petit peu ce qui se passe du côté de l'apnée. En poids constant, actuellement, on est russe pour les hommes à 130 mètres, et on est italien pour les femmes. Alors je suis désolé, c'est complètement décalé parce que ça c'est la guerre entre Microsoft et LibreOffice. Et c'est 107 mètres pour les femmes. Ça c'est deux records qui sont tout à fait récents, qui datent du mois de juillet. Et en ce qui concerne la plongée No Limit, bon, ça ce sont des records qui ne sont plus homologués. Vous voyez que ce sont des records anciens. On est à 214 mètres, donc en apnée, hein, 214 mètres pour Herbert Nietzsche et 160 mètres pour Tanja Stritter. Et ce sont des records qui sont anciens. Alors, côté cardiovasculaire, quels sont les problèmes? Eh bien, il y a l'immersion, mais ça, il faut se mettre dans l'eau, on ne peut pas faire autrement. Il y a le froid, on en a déjà pas mal parlé ce matin. La toxicité des gaz, on va y revenir, la pression et la décompression. Alors, avant d'attaquer tout ça, parlons un petit peu des fantasmes, parce que c'est quand même intéressant de revoir dans l'histoire ce qu'on pensait, des fantasmes, et puis ensuite on a eu la réalité à laquelle on s'attendait, et puis on a eu dans les recherches, on a eu des surprises auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Alors les fantasmes, on va passer rapidement, surtout pour le premier. Le fantasme qu'on avait quand on allait en profondeur, c'est le collapsus hyperbare. Qu'est-ce qui va se passer avec toute cette pression? Les risques d'hypertension artérielle et les risques de bradycardie, de ralentissement de la fréquence cardiaque. Alors le collapsus hyperbare, c'est quoi? C'est ça, quoi. Hein. Je veux dire, vous êtes à 700 mètres, vous avez 1500 tonnes sur vous, que va devenir l'organisme? Alors ça, ce sont des arguments pour, j'allais dire, un mauvais journaliste, parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait un record de plongée, on nous ressort cette histoire-là. Bon, heureusement, les liquides sont incompressibles, donc on tolère très bien la pression de ce point de vue-là. Là, on supporte tous une vingtaine de tonnes de pression et on s'en porte pas plus mal. Et notre Théo, à 700 mètres, il avait l'air très bien, enfin du moins, il ressemblait pas du tout à ça. Donc la pression, c'est pas un problème, mais sur le plan cardiovasculaire, on va voir que ce n'est pas un problème, mais il y a eu quand même des surprises. L'hypertension dramatique, c'est un peu la même chose. Vous allez mettre un organisme en pression, vous allez avoir des risques de poussée tensionnelle majeure, donc ça va poser un gros problème. Totalement faux. Lors de la plongée Hydra-10, les plongeurs avaient une tension strictement normale, ils étaient surveillés très régulièrement de ce point de vue-là, il n'y avait aucun problème de ce point de vue-là. Alors si vous voulez chercher des hypertensions, des vraies, avec des hypertensions entre 45 et 50, allez voir plutôt de ce côté-là. Là, vous allez avoir des hypertensions artérielles à 480 mm de mercure. Dans la plongée, il y a aussi des risques d'hypertension en apnée. En apnée, on monte facilement à 30-35 de tension. À cause du froid et de la vasoconstriction. Donc il peut y avoir de ce point de vue-là des problèmes, mais
plutôt du côté de la plongée en apnée. Et enfin, le troisième fantasme, alors ça c'était un fantasme scientifique qui venait d'une publication qui avait été faite en 1977, où on avait montré que quand on mettait le cœur sous pression, le cœur se ralentissait. Et donc on avait une grande peur, lors de plongées profondes, que le cœur se ralentisse trop. Sauf que ça, c'était des préparations in vitro de cellules atriales de lapin. Donc c'est pas tout à fait du in vivo chez l'homme. Et puis on était à 1500 mètres. Là aussi, à 71 atmosphères, à 700 mètres chez l'homme, ben voilà ce qu'on a enregistré chez les 3 plongeurs pendant toute leur plongée. Vous avez les 3 plongeurs avant la plongée. Bon, ils sont un peu rapides, mais enfin, ils sont un petit peu stressés. Ils vont rentrer dans la boîte. Tout de suite après, ah oui, le cœur se ralentit. Mais pas du tout, c'est pas la pression. Là, ils sont à quelques mètres de profondeur, tout juste. Ce qui les fait ralentir, c'est l'oxygène. Bernard Gardet vous a dit ce matin que la plongée se faisait à 0,5 attas d'oxygène. Donc, ils sont un petit peu en hyperoxie. Et l'hyperoxie sur le cœur, ça fait ralentir le cœur. Et ensuite, pendant toute la compression, ici c'est la profondeur maximale, pendant toute la compression, qu'est-ce qu'on observe? Le cœur s'accélère. Ben ça, c'est exactement le même phénomène qu'en montagne, à l'inverse. Quand on va en altitude, il y a moins d'oxygène, il y a une hypoxie, donc le cœur s'accélère et puis il s'adapte et il se ralentit. Et bien là, dans un premier temps, le cœur se ralentit parce qu'on hyperoxie et puis il s'accélère. Donc le ralentissement de la fréquence cardiaque en pression, du moins jusqu'à 700 mètres chez l'homme vivant, ça ne pose pas de problème. Alors après, pour la petite histoire, il y en a un qui décroche là. Ben, vous avez deviné, c'est Théo. Parce que c'est le seul qui est descendu à 700 mètres. Et puis ensuite, il retrouve ses copains. Et puis les deux restent tout à fait identiques, sauf Théo qui remonte. Et pourquoi est-ce qu'il remonte sa fréquence cardiaque? Quelque part, il est devenu une vedette mondiale. On ne parle que de lui. Il sait qu'à la sortie du caisson, il y a tous les journalistes qui l'attendent. Donc, il est dans un contexte un petit peu émotionnel, un peu différent, et on peut bien le comprendre. Mais la bradycardie hyperbare, là, de ce point de vue-là, ce n'est pas le problème. Donc, venons au problème qui se pose, le vrai, l'immersion. Alors, l'immersion, qu'est-ce que ça fait sur le plan cardiaque? Eh bien, sur le plan de la circulation sanguine, il y a une redistribution de la masse sanguine. Et cette redistribution de la masse sanguine, elle n'est pas du tout liée à la pression, elle est liée simplement à l'immersion. Autrement dit, le sang, il a à peu près la même densité que l'eau. Donc quand on met un corps immergé dans l'eau, eh bien, le sang va se répartir de manière aléatoire. Il n'y a plus de pesanteur qui attire le sang vers le bas. Quand on est sur Terre, une partie du sang est attirée par la pesanteur. Quand on est dans l'eau, le sang, entre guillemets, est en apesanteur. Donc comme il va se répartir dans tout l'organisme, eh bien, il y a plus de sang qui revient vers le thorax. Et cet afflux de sang vers le thorax augmente le retour veineux et ça augmente un petit peu le débit cardiaque, rien que le fait de se mettre dans l'eau. Il y a aussi l'organisme va essayer de lutter contre cet afflux sanguin qui voit arriver vers le thorax, donc il va augmenter la diurèse pour diminuer le volume sanguin. Et puis le fait de se mettre dans l'eau entraîne aussi une vasoconstriction périphérique, c'est d'ailleurs le fait que se mettre dans l'eau, les vaisseaux en périphérie ont tendance à se resserrer, et on va voir que ce phénomène est renforcé par le froid et par l'hyperoxie. Sur le plan ventilatoire, eh bien, il y a une diminution des capacités ventilatoires et surtout une augmentation du travail ventilatoire qui est liée au fait qu'il faut ventiler dans un milieu liquide et que donc il y a un effort musculaire à faire plus important. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'immersion, elle entraîne deux choses qui sont, j'allais dire, paradoxales. Augmentation du retour veineux sanguin, augmentation du débit cardiaque, donc augmentation du travail cardiaque. Et dans le même temps, le contact de l'eau avec la face entraîne un ralentissement de la fréquence cardiaque. Et ça, c'est observé chez tous les animaux plongeurs. Si vous prenez un canard, vous lui mettez le bec dans l'eau, il va ralentir sa fréquence cardiaque. Donc on se retrouve dans une situation où à la fois il y a une stimulation sympathique, c'est-à-dire une stimulation excitatrice avec une augmentation du travail, et à la fois une stimulation vagale, c'est-à-dire une stimulation de ralentissement de la fréquence cardiaque. On est dans une situation paradoxale. Et la plongée est un sport très particulier de ce point de vue-là, parce que c'est un des sports qui entraîne la stimulation paradoxale la plus importante. Et l'exemple de stimulation paradoxale caricaturale, c'est l'hydrocution. L'hydrocution, c'est
Je stimule d'un côté excitateur très important. L'hydrocution, je vous rappelle, c'est l'arrêt cardiaque suite à une chute dans un bain d'eau froide quand on est dans une atmosphère chaude. Donc on a une stimulation cardiaque excitante très importante du suite au stress, et de l'autre côté la stimulation vagale, donc calmante, très importante, liée au contact avec l'eau froide. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est comme un ordinateur sur lequel on lui donne deux ordres opposés, le cœur bug. Et le cœur bug, et ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Donc on est en plongée dans une stimulation qui est quand même un petit peu, de ce point de vue-là, et qui est une stimulation paradoxale. Parlons du froid. Alors le froid, c'est quelque chose dont on parle peu, sauf dans les milieux bien sûr de plongée professionnelle, mais en plongée en général on parle peu du froid. Pourtant tous les plongeurs en souffrent, mais bon, ça fait partie du jeu et on fait avec. Alors que le froid, c'est probablement, sur le plan cardiovasculaire du moins, un des facteurs qui est le plus pénalisant. La conductivité thermique de l'eau, c'est 25 fois celle de l'air. C'est-à-dire que pour être en équilibre thermique dans de l'air, il faudrait vivre dans de l'air à 27 degrés. Et là, il y a zéro échange thermique. Et là, on est tout à fait en équilibre. Et si on veut obtenir ce même équilibre dans l'eau, eh bien, il faut être dans de l'eau à 33 degrés. Bon, et bien évidemment, les plongées dans l'eau à 33 degrés, surtout pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas très très fréquent. Et le froid, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, là aussi, l'exposition du corps au froid, et en particulier de la face au froid, entraîne un ralentissement très important de la fréquence cardiaque. Juste, ça, ce que vous allez voir, c'est un plongeur entraîné à l'apnée qui met sa face dans un bac d'eau à 0 degré. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout se passe très bien juste au moment où il met la tête dans l'eau, et regardez, le cœur qui se ralentit, qui se ralentit, qui se ralentit, qui se ralentit. Et ici, entre ces deux complexes-là, vous avez quasiment 11 secondes de délai, c'est-à-dire que là, il a un rythme cardiaque à 6 par minute. Voilà. Bon, dès qu'il va lever la tête de l'eau, le cœur va raccrocher et va se réaccélérer. Donc, on est sur des fréquences cardiaques qui peuvent être très très basses. Pour lui, tout se passe très bien. C'est un grand costaud, il est bien entraîné, c'est un apnéiste qui est bien entraîné, donc il peut ralentir sa fréquence cardiaque de manière très importante sans avoir d'autres inconvénients. D'ailleurs, il va très bien, il n'a pas fait de syncope, tout se passe très bien pour lui. Mais chez tout un chacun d'entre nous, qui a un cœur qui est peut-être un peu plus susceptible que ça, cette situation-là peut entraîner bien sûr des malaises, peut entraîner des syncopes et peut entraîner l'apparition du trouble du rythme, parce que quand le rythme spontané se ralentit trop, le cœur il demande qu'une chose, c'est à exprimer d'autres rythmes anarchiques. Donc il y a des risques de troubles du rythme qui sont favorisés par le ralentissement lié au froid. Dans le même temps, comme on a dit tout à l'heure, le froid, ça entraîne. D'un côté, ça ralentit, mais de l'autre côté, le froid, c'est un excellent vasoconstricteur. Bon, on a tous eu une grand-mère qui nous a dit, quand on saignait du nez, d'aller prendre un glaçon et d'aller le mettre juste à la racine du nez, parce que ça empêche le saignement, tout simplement parce que le froid, ça entraîne une vasoconstriction. Et cette vasoconstriction, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle augmente le travail cardiaque, elle ferme le réseau hydraulique à la sortie du cœur. Il y a des risques de poussée tensionnelle. Donc là aussi, on est sur une stimulation paradoxale. D'un côté, le cœur se ralentit, de l'autre côté, le travail augmente. Ceci dit, là, ça va dans le bon sens, parce que heureusement que le cœur se ralentit, parce que si le cœur restait à la même fréquence et qu'il devait pousser sur un réseau fermé, il augmenterait encore plus son travail cardiaque. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être la première fois qu'on va parler d'œdème, et Mathieu en reparlera tout à l'heure, c'est le problème de l'œdème pulmonaire et de l'œdème d'immersion. Et cette étude avait déjà été publiée en 1989 dans le Lancet. C'était Wim Schert qui avait pris 11 plongeurs qui avaient présenté un œdème pulmonaire, et il les a exposés à deux stimuli, l'hyperoxie et le froid. Ces deux stimuli-là ont reproduit l'œdème pulmonaire dans 100% des cas. Donc ces 11 plongeurs qui ont fait un œdème, on leur met juste du froid et de l'oxygène, et ils refont l'œdème pulmonaire, tous dans 100% des cas. Alors ça, c'est déjà intéressant. Autre donnée intéressante, c'est que tous ces plongeurs qui étaient en parfaite santé, eh bien, dans leur suivi, il y en a 7 qui vont développer une hypertension artérielle. Alors là, l'hypertension artérielle, c'est la première fois qu'on en parle, et on n'a pas fini d'en parler. L'hypertension artérielle, c'est une maladie de la vasomotricité
des petites artérioles. Et donc, il y a des gens qui ont cette maladie et qui sont très sensibles aux stimuli extérieurs, entre autres le froid et l'hyperoxie. Alors pour ça, il y a des réponses technologiques, surtout, on en a parlé ce matin en plongée industrielle, les combinaisons, le masque. C'est vrai que si on veut se protéger du froid, la première chose à protéger pour le froid, c'est le visage, on l'a vu tout à l'heure, et puis le réchauffeur de gaz, parce que l'inhalation d'un gaz froid, là aussi, pose de gros problèmes. Alors, juste pour parler des protections contre le froid, simplement encore cocorico, sauf que malheureusement, ça comme en France, c'est souvent le cas, l'habit, la combinaison à eau chaude a été inventé par Le Prieur, Yves Le Prieur, qui est un Français, qui a déposé un brevet en 1936, qui a été vite mis aux oubliettes, personne ne s'en est servi, et ensuite ce brevet, enfin cette technologie a été réinventée par les Américains dans les années 60 pour obtenir les combinaisons de plongée professionnelles qui sont utilisées maintenant. Ça, c'est une combinaison Comex. Vous avez une circulation d'eau chaude qui se fait à l'intérieur de la combinaison par un ombilic, avec de l'eau chaude qui est injectée dans la combinaison et qui s'échappe par les extrémités. Mais ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est que cette eau chaude réchauffe aussi le circuit primaire et le circuit basse pression du détendeur pour éviter l'inhalation d'un gaz froid. Pourquoi c'est très important de réchauffer le gaz ? Eh bien, c'est que le froid au niveau de la ventilation va avoir deux effets. Le premier effet, c'est un effet bronchoconstricteur, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir un spasme des bronches exactement comme chez un asthmatique. Et ça, c'est le premier effet qui survient. Et ensuite, si on laisse la ventilation d'un gaz froid, on a un refroidissement à l'intérieur du thorax. Et ce refroidissement, il se fait juste autour du cœur. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Eh bien, il y a des troubles du rythme cardiaque avec un risque d'arrêt cardiaque. Quand on meurt de froid, on meurt d'arrêt cardiaque. Et d'ailleurs, quand on fait des arrêts cardiaques lors de chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle, on a besoin d'arrêter le cœur. Pour arrêter le cœur, qu'est-ce qu'on fait ? On injecte un liquide froid avec un peu de potassium dedans et le cœur s'arrête. Donc le fait de ventiler un gaz froid, il y a un risque à ce moment-là de troubles du rythme, voire d'arrêt cardiaque. Et ce risque est d'autant plus important qu'on va utiliser de l'hélium dont la conductibilité est 7 fois supérieure à celle de l'azote. Là aussi, comme pour l'eau et l'air tout à l'heure, il y a une transmission et une perte calorique beaucoup plus importante avec l'hélium. Toxicité des gaz. Alors bon, on en a parlé longuement ce matin. La première toxicité des gaz qui est connue, c'est la narcose. On est d'accord. On l'a dit, l'hélium, très faible toxicité, l'hydrogène pour des pressions un peu plus importantes, et puis l'azote pour des pressions très 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 basses. Cette narcose, elle est liée, comme le disait Bernard ce matin, à des gaz qui sont très solubles dans les lipides. Il y a des gaz qui sont tout à fait narcotiques à pression atmosphérique. Ce sont les diluants. Le gaz qui, lui, dilue les lipides est très, très narcotique. L'éther, le trichloréthylène, ce sont des gaz narcotiques à pression ambiante. Donc c'est vraiment, il y a un lien entre solubilité dans les graisses et pouvoir narcotique. Mais venons au gaz qui est peut-être le plus toxique de tous. Alors je sais que je ne vais pas me faire des amis parce que je suis en face d'une assemblée de gros consommateurs d'oxygène. Et là, je vais vous parler un peu d'hyperoxie. Donc si on respire de l'air, on sait que la zone d'hypoxie, elle est en gros à 2500 mètres d'altitude. C'est la zone de pressurisation des avions. Donc de ce point de vue-là, tout se passe bien. Jusqu'à 2500 mètres, ça se passe bien. Mais la zone d'hyperoxie, vous voyez, elle commence très très rapidement. Elle commence dès 20 mètres de profondeur à l'air. Donc la zone d'hyperoxie, on y arrive très vite. Or, l'oxygène est un gaz qui est éminemment toxique. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Quand la vie est arrivée sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, et heureusement, parce que sinon on ne serait pas là pour en parler, il n'y aurait jamais eu de vie qui serait arrivée sur Terre avec de l'oxygène. L'oxygène, c'est arrivé à peu près vers
2,5 milliards d'années de vie de la Terre, à la période de ce qu'on a appelé la grande oxygénation. À l'époque, il y avait la vie, bien sûr, déjà, il y avait une vie très très riche, mais c'était une vie végétative, c'était une vie qui vivait en anaérobie. Et donc à cette période-là, il y a des algues qu'on appelle les algues bleues qui ont commencé à développer la photosynthèse. Et l'intérêt de la photosynthèse, c'était de récupérer du carbone qu'il y avait dans l'atmosphère. Parce qu'à l'époque, dans l'atmosphère, il y avait essentiellement de l'azote et du gaz carbonique. Et la photosynthèse, son but, c'est de récupérer du carbone pour fabriquer de la vie. Parce que la vie, la molécule principale de la vie, c'est le carbone. Donc elle prenait le carbone et elle rejetait l'oxygène, qui était un détritus, qui était un déchet. Et donc l'oxygène repartait dans l'atmosphère. Et à partir de là, les organismes se sont habitués et ont été obligés de s'habituer à l'oxygène, mais il y a quand même eu, on estime, à peu près 90 à 95% de la vie sur Terre qui a disparu au moment de cette grande oxygénation. Et les autres organismes qui sont venus se sont habitués à métaboliser l'oxygène. Quel est l'intérêt de l'oxygène? C'est que l'oxygène est un gaz qui permet des réactions très énergétiques. Donc on peut avoir beaucoup d'énergie avec l'oxygène. Sans oxygène, la vie, elle est végétative. Elle reste quasiment unicellulaire. On a décrit des êtres pluricellulaires en anaérobie, mais ça reste très très végétatif. Si on veut avoir une vie, si on veut avoir des mouvements, si on veut avoir de l'organisation cellulaire, et plus, même si on veut avoir de la conscience de l'organisation sociale, il faut de l'oxygène. Sauf que l'oxygène, bien sûr, reste un gaz très toxique, parce que très oxydant. Alors, la toxicité de l'oxygène, on la connaît très bien sur le plan neurologique, puisqu'on sait qu'il y a des crises convulsives à partir de 2,5 atars. On sait qu'il y a une toxicité pulmonaire chronique, on en a parlé ce matin avec l'effet Lorentz-Smith, mais il y a une toxicité cardiaque dont on parle quasiment jamais. Il y a une toxicité cardiaque, si vous prenez des animaux que vous mettez à 3 atmosphères d'oxygène, ils vont avoir une décompensation cardiaque aiguë très rapidement, parce que l'oxygène entraîne, on l'a vu tout à l'heure, une vasoconstriction avec une augmentation du travail cardiaque, et en même temps, il va y avoir une vasoconstriction des artères coronaires, celles-mêmes qui doivent alimenter le cœur. Donc le cœur, on lui demande de travailler plus en lui apportant moins de sang, donc il ne va pas pouvoir faire face. Donc, cette toxicité-là, on n'en parle pas beaucoup, mais on commence un petit peu à la soupçonner dans certains accidents de plongée, et en particulier dans une population dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle tolérait mal l'hyperoxie, qui est la population des plongeurs hypertendus. Donc, si on reprend le froid et l'hyperoxie, dans les deux cas, on va avoir un ralentissement de la fréquence cardiaque, on va avoir une vasoconstriction périphérique intense, et donc dans les deux cas, on va augmenter le travail cardiaque avec des risques de ralentissement de la fréquence cardiaque et de troubles du rythme ou de la conduction. Si on est insuffisant cardiaque, si on est coronarien, si on a déjà fait un infarctus ou qu'on a des artères coronaires qui sont fatiguées, si on est hypertendu, et bien quand on plonge, on se trouve un petit peu dans cette situation-là. C'est-à-dire que tout va bien jusqu'au moment où on a une mauvaise surprise. Ça, je passe rapidement, c'est simplement pour montrer l'effet du froid. Ce sont des plongées, là, sont des plongées en apnée, ce sont des plongées simulées en caisson. Tout ce qui est en barre noire, c'est du rythme normal. Tout ce qui est en barre hachurée, ce sont des troubles du rythme cardiaque. Bien, vous voyez qu'ici, vous avez des plongées à 25 degrés. Ici, vous avez des plongées à 35 degrés. Le froid rentre largement en cause dans la genèse des problèmes rythmiques. La pression. Alors la pression, on a vu tout à l'heure, a priori, pas de problème sur le plan cardiovasculaire. À 700 mètres, tout se passe très bien. Alors ça, c'est vrai, on l'a vu lors de la plongée Ivardis-Comex, ça se posait, il n'y avait aucun problème tensionnel, aucune arythmie, aucun problème a priori sur l'électrocardiogramme. On a même fait sur une plongée ultérieure de l'échographie cardiaque à 350 mètres, et à l'échographie cardiaque des 4 plongeurs, on n'a rien trouvé de particulier qui soit lié à la pression ou aux autres paramètres de la plongée. Sauf que, et ça c'est une découverte complètement par hasard, on s'est aperçu que plus on allait profond, plus l'électrocardiogramme se modifiait. Et avec une modification de l'amplitude des ondes T, pour ceux qui connaissent l'électrocardiogramme, c'est la période de repolarisation du ventriculaire.
Et donc l'électrocardiogramme se modifie avec la profondeur. Sauf que, après on s'est aperçu que ce n'était pas la profondeur qui rentrait en compte, parce qu'en ventilant des gaz denses, à moindre profondeur, on avait ces mêmes modifications. En fait, l'électrocardiogramme se modifie quand on respire un gaz dense. Et plus le gaz est dense, plus il y a des répercussions sur l'électrocardiogramme. On en a bien parlé ce matin. La densité des gaz, eh bien, elle est liée bien sûr à la compression. Si vous êtes à 50 mètres à l'air, ben on le disait ce matin, on est à peu près à la même densité que de l'héliox à 350 mètres. Et lors d'hydrate 10 en hydréliox, on était à 11 grammes par litre. Et 11 grammes par litre, ça entraîne un travail ventilatoire intense. Alors ici, on ne voit peut-être pas très bien, mais ça c'est le pattern ventilatoire, un enregistrement ventilatoire en surface et un enregistrement ventilatoire à 680 mètres. Et vous voyez que la ventilation ne se fait pas du tout de la même manière. En particulier, la ventilation est plus ample, avec des inspirations et des expirations beaucoup plus amples. Et si on regarde par rapport à la densité du gaz, le travail cardiaque qui est engendré, eh bien en gros, entre la surface et 11 grammes par litre, et donc 700 mètres, il y a le travail ventilatoire multiplié par 4. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, plus prosaïquement, ça veut dire que nos plongeurs ils sont à peu près à l'équivalent d'un asthmatique en crise. C'est-à-dire comme s'ils avaient une crise d'asthme avec des efforts ventilatoires, inspiratoires et expiratoires très importants. Alors, il y a des conséquences cardiaques. Ben oui, on l'a vu sur l'onde T de l'électrocardiogramme. Et ben, pour se résumer, c'est facile à comprendre. Si je demande aux plongeurs de respirer, oula, tout est parti d'un coup. Si je demande aux plongeurs de respirer un gaz beaucoup plus dense, la réponse, ça va être une augmentation du travail des muscles ventilatoires. La réponse, ça va être des pressions pleurales qui vont varier de manière beaucoup plus importante. Et notre cœur, il se retrouve exactement au milieu. Et lui aussi, il va subir ces pressions. Et donc, le cœur va être soumis à un régime de pression qui va le gêner dans son fonctionnement. Donc finalement, la pression, elle a un effet sur le plan cardiovasculaire, mais pas du tout celui qu'on attendait. Cet effet est indirectement lié à la ventilation de gaz dense. Et Bernard nous le disait ce matin, la ventilation de gaz dense va limiter l'effort de manière très importante. 100 watts, on peut le faire que simplement quelques minutes à 500 mètres. Et travailler, pour un plongeur, travailler au-delà de 300 mètres, c'est limité dans le temps. C'est difficile d'envisager qu'il fasse les 3-8 à partir de 300 mètres. Et on finit avec la décompression. Ben là, ça va aller plus rapidement parce qu'on en a largement parlé ce matin et c'est quelque chose que vous connaissez bien. Donc, le problème des gaz entre guillemets neutres qui sont stockés, ça c'est le modèle aldalien dont on a parlé ce matin. En gros, vous savez très bien que tant qu'on descend et tant qu'on est au fond, tout se passe très bien. Le problème, c'est la décompression. Alors ça, c'est une image que connaît bien Bernard, qui montre les difficultés des recherches à COMEX pour arriver à progresser dans la profondeur. Ici, vous avez la progression des recherches à la mer, et vous voyez que s'il a été facile de gagner les 300 premiers mètres en 10 ans entre Idéfix et Janus Cap, ensuite, pour gagner 100 mètres, il a fallu encore 10 ans de recherche pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Même chose pour les plongeurs en caisson, de Physalie 1 à Physalie 6, ben voilà, en 5 ans, il a été possible de gagner 300 mètres, mais ensuite, pour gagner les 100 mètres supérieurs, ben, il a fallu attendre une vingtaine d'années, alors qu'on était déjà à 600 mètres en 1973. Le dépistage de bulles, ben voilà, c'est ce qu'on a dit ce matin, on en a parlé. Alors ça, c'est un peu la même diapo que celle qu'on a vue ce matin, justement pour vous rassurer. Ça, c'est pas une diapo d'un plongeur, c'est une diapo chez qui on fait un dépistage de SWAP. Alors c'est à l'inverse de ce matin. Je ne sais pas pourquoi la diapo de ce matin a été inversée, parce que normalement, les cavités droites sont de ce côté-là, les cavités gauches de ce côté-là. Et vous voyez que là, on a injecté des microbulles, et bien, vous voyez que là, il y a un FOP avec un passage de l'autre côté, des bulles dans les cavités gauches. Donc
la décompression sur le plan cardiaque, elle va entraîner simplement une augmentation des pressions pulmonaires et en général, ça va bien se passer sur le plan hémodynamique, sauf dans certains cas particuliers. La décompression, elle va poser des problèmes de risque de passage de bulles s'il y a justement un passage entre les cavités droites et les cavités gauches. Donc on va dire un petit mot du FOP, parce que c'est quelque chose dont je suppose que vous avez largement entendu parler. Le FOP, c'est quoi? Ça se situe à ce niveau-là, entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche, et c'est un souvenir de notre vie fœtale. Quand on est fœtus, on a des poumons qui ne sont pas fonctionnels, donc le sang ne peut pas passer par les poumons avant de revenir dans les cavités gauches. Donc il faut qu'il passe par un endroit, et il passe par un trou qui est là, qu'on appelle le trou potable. Et à la naissance, ce trou se ferme, sauf que dans 25% des cas, la fermeture n'est pas tout à fait étanche. Donc il y a possibilité de petites bulles de passer d'un côté de l'autre. 25% des cas. 25% des plongeurs plongent avec un FOP, de manière tout à fait normale, j'allais dire entre guillemets. Le problème, c'est qu'on a montré que le FOP risquait augmenter le risque d'accident de décompression. L'augmentation, en gros, du risque, elle est à peu près de 3 à 4, un facteur 3 à 4. Vous allez dire, mais c'est monstrueux, ça fait très peur. Quand on a un FOP, on a 4 fois plus de chances, entre guillemets, la chance d'avoir un accident. Mais si on reprend le risque réel, un accident, on l'a vu tout à l'heure, c'était de 1 à 10 000 plongées, un accident entre guillemets immérité, c'est de 1 à 10 000 expositions. On passe de 1 à 10 000 à éventuellement 8 pour 10 000, donc le risque réel reste très très faible. Donc, par rapport au FOP, il y a 3 messages qu'on peut faire passer. C'est que d'une part, on ne fait pas de dépistage systématique, c'est quelque chose qui est beaucoup trop fréquent et dont le risque est beaucoup trop faible pour faire un dépistage systématique. Ça ne sert à rien. En revanche, s'il y a eu un accident, ce qu'on sait, c'est que le risque de refaire un accident avec un FOP est, lui, beaucoup plus important. Donc à ce moment-là, on va faire un dépistage. Dernière chose, si jamais on trouve un FOP, on ne ferme pas le FOP pour simplement des raisons de plongée. En France, c'est quelque chose qui n'est pas du tout reconnu par l'assurance maladie. Ça, c'est une question simplement pécuniaire. Sur le plan psychologique, d'aller prendre un risque d'une intervention chez quelqu'un uniquement pour une raison, j'allais dire, de loisir, c'est quelque chose qui ne peut pas se défendre. Les exceptions peuvent se voir chez des gens qui sont des professionnels, des apparentés professionnels, qui risquent de perdre éventuellement leur boulot simplement à cause du FOP. Donc là, la discussion peut s'envisager. Alors, quand on a un FOP et qu'on veut plonger, ben, il y a des possibilités de plonger, mais il faut adapter ses profils de pression. Malheureusement, enfin, pour vous, je pense que c'est pas tout à fait, quand vous lisez ce qui est proposé pour adapter les profils de pression et les profils de plongée, c'est quelque chose qui est difficilement compatible avec votre pratique. Donc c'est vrai qu'en plongée spéléo, la découverte d'un FOP, c'est effectivement quelque chose de très problématique. Voilà, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'adaptation sur le plan cardiovasculaire, elle est quand même assez étonnante, parce qu'elle se fait très bien, que l'immersion, ben, il faut faire avec, de toute façon, ça se passe dans l'eau, que c'est pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave. La décompression, c'est quelque chose qui doit être bien contrôlé, et ça, c'est quelque chose dont vous avez bien l'habitude. Bon, et on en perd la moitié. En ce qui concerne le froid, il faut penser à se protéger du froid, et en particulier si on fait des plongées très froides et si on est sensible, se protéger le visage. Et en ce qui concerne la pression, eh bien la pression, on a vu que ça ne posait pas de problème, sauf que c'était finalement peut-être le facteur limitant à la profondeur de la plongée, comme on a commencé à le voir avec les plongées les plus profondes à Comex. Voilà, mais bon, ben, on vous en a déjà parlé. Ce petit livre, il a été fait avec 22 auteurs qui étaient en pleine forme quand ils se sont groupés pour faire ce livre. Sachez que vous pouvez trouver très facilement sur Fnac, sur Amazon, enfin sur tous les grands... Voilà, et que pour moins de 30 €, vous avez 300 pages de choses très intéressantes, et qu'en plus, tous les droits sont reversés à la recherche.